Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 2 jours après les municipales, cap sur la présidentielle. Tous les partis se mettent en ordre de bataille. Et il y a une question qui se pose. De chaque côté de l'échiquier politique, faudra-t-il impérativement s'unir pour l'emporter ? Et oui, pour gagner 2027, la droite doit-elle s'unir ? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous répondez dès maintenant, on vous attend. Alors il y a une ville notamment qui cristallise cette question, c'est Nice. Le match final des municipales a opposé dimanche le maire sortant Christian Estrosi, candidat Horizon, centre droit, à Éric Ciotti qui a osé l'union de la droite et du Rassemblement national, stratégie qui s'est avérée payante, Frédéric Michel. Oui, ici, les électeurs, qu'ils aient voté ou non pour Éric Ciotti, admettent qu'il n'y a plus de tabou à faire alliance avec le Rassemblement national. C'est en faisant l'union qu'on fait la force, vous le voyez avec la gauche. Les temps changent de toute façon. Pour vous, il n'y a plus de tabou ? Non. Ouais, c'était leur stratégie. Moi, j'ai voté Estrosi, donc j'ai rien contre. Moi, je pense que dans la région, ils sont RN de Menton jusqu'à ici, voire plus, quoi. Dimanche soir, à la permanence d'Éric Ciotti, ses partisans se félicitaient du choix de l'alliance avec le RN, fait au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale par celui qui était alors président du parti Les Républicains. C'est vraiment la bonne stratégie et il a eu un énorme courage il y a 2 ans de faire ça. Et je pense qu'il faut pousser plus loin, mettre toute l'union des droites, parce qu'il y a plusieurs partis. Il ne faut pas oublier qu'on va arriver sur les présidentielles, donc il faut faire un gros regroupement. Et ce chemin, a insisté Éric Ciotti le soir de sa victoire, nous l'avons ouvert depuis Nice et il incarne la preuve que partout, l'alternance est possible. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Ciotti, Estrosi, on s'en souvient, dans l'entre-deux-tours, Bruno Retailleau avait refusé de choisir. Ce qui a valu au patron des Républicains des critiques internes sur la ligne du parti. C'est l'un des sujets qui sera sur la table ce soir lors de la réunion du bureau politique pour préparer 2027. Alexandre Chauveau. Échaudé par la campagne de second tour de Christian Estrosi à Nice, Bruno Retailleau a refusé de lui apporter son soutien la semaine dernière. Je suis sincère, toujours. Et quand on a un accord avec la droite, on ne fait pas des appels du pied à la gauche. On ne fait pas des clins d'œil pour le vote communautariste. Ça, c'est bon pour LFI. Christian Estrosi est pourtant membre d'Horizon, avec qui LR avait noué un accord, de quoi provoquer des remous chez les Républicains. Xavier Bertrand, Jean-François Copé, Michel Barnier ou encore Valérie Pécresse hier réclament à Bruno Retailleau une clarification sur la ligne du parti. Moi, j'aurais soutenu à Nice le candidat Horizon, Christian Estrosi, parce que c'était notre accord, l'accord de la droite et du centre qui ne s'allie jamais avec le RN et ses alliés. Je demanderai des clarifications au bureau politique. Nous ne pouvons pas continuer dans cette ambiguïté. Une ambiguïté révélatrice de la fracture idéologique chez LR, symbolisée par les divergences sur le périmètre de la primaire que beaucoup appellent de leur vœu. Pour certains, celle-ci devrait aller de Gabriel Attal à Bruno Retailleau. Pour d'autres, comme Laurent Wauquiez, le match doit se jouer plus à droite, de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Alexandre Chauveau. Et bureau politique également pour le Parti socialiste ce soir. La réunion promet d'être électrique alors que les ténors du parti ont commencé hier à régler leurs comptes par médias interposés. Olivier Faure a estimé hier que Jean-Luc Mélenchon était le boulet de la gauche. Il a été largement critiqué pour avoir laissé certains candidats PS au municipal nouer des alliances avec la France insoumise. LFI nous a fait perdre, a dénoncé le socialiste Boris Vallaud. François Hollande pointe, lui, l'échec de la méthode de la direction du PS. Oui, les socialistes qui ont perdu dans le fief de l'ancien président à Tulle et dans d'autres villes moyennes, mais qui se sont maintenus dans les grandes villes comme Marseille ou Paris. Oui, et dans la capitale, la priorité du nouveau maire, Emmanuel Grégoire, c'est de faire le ménage dans le périscolaire. 12 animateurs ont été suspendus pour des violences sexuelles sur des enfants depuis le début de l'année scolaire. Pour la droite parisienne, comme pour les parents réunis sous le hashtag #MeTooEcole, l'administration Hidalgo, dont il était le premier adjoint, est comptable de ce qui s'est passé. Emmanuel Grégoire est donc très attendu au tournant, Caroline Baudry. C'est son équipe qui a laissé faire toutes les négligences. C'est des criminels. Dans une colère froide, Jérôme pointe du doigt le nouveau maire de Paris et l'administration de la capitale. Sa fille a été agressée sexuellement par un animateur à l'école Baudin du 11e arrondissement. Elle avait 3 ans au moment des faits. Depuis 2015, ils n'ont rien fait, alors qu'ils avaient les 50 recommandations pour au moins essayer d'avoir moins de cas. Anne Hidalgo a été capable d'organiser les Jeux Olympiques, la plus belle parade nocturne du XXIe siècle. En revanche, ils n'ont pas été capables de protéger nos enfants. Alors le collectif MeTooEcole a recensé les promesses énoncées par le candidat Grégoire dans un tableau. 27 lignes pour former et surveiller les agents du périscolaire. Elles doivent se transformer en actes, exige Kathleen Tayeb, avocate conseil du collectif. Qui pouvait croire un seul instant que le personnel encadrant de très jeunes enfants de 0 à 5 ans n'était ni formé et qu'on ne vérifiait pas leurs antécédents. Et qu'en cas d'alerte, ils étaient déplacés ou maintenus.
personne. Le collectif doit maintenir la pression, dit-elle, et suivre de près les moyens humains et financiers qui doivent être alloués à la protection des enfants. Caroline Baudry, ce matin, la ministre des Familles, Stéphanie Rist, assure qu'il y aura un projet de loi sur la protection de l'enfance élargi aux enfants dans le périscolaire et à tous ceux qui sont accompagnés par des adultes. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. On passe à la guerre au Moyen-Orient, 25e jour de combat et encore des frappes en Iran, au Liban et en Israël. 6 blessés ce matin à Tel Aviv, 2 morts dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Moyen-Orient compte ses victimes et le reste du monde compte ses sous, car la crise économique couve, portée par la flambée des prix du pétrole et du gaz à cause des frappes sur les sites énergétiques et du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Wilfried de Villers. Depuis le début de la guerre, les prix du gaz européen ont bondi de 70%. Quant au pétrole, si l'on peut encore compter sur les barils importés avant le blocage du détroit d'Ormuz, les stocks s'amenuisent dangereusement. Encore 2 semaines de paralysie et le prix du baril pourrait dépasser les $150, projette Thierry Brosse, spécialiste des questions énergétiques. La crise actuelle sera une crise et pétrolière et gazière, et le pétrole est essentiel. Il nous permet de voyager, mais il permet aussi aux marchandises d'être transportées, d'avoir des emballages en plastique. Il va y avoir une inflation bien pire si le détroit reste fermé que ce que l'on a vu en 2021-2022 en Europe. Face au risque de pénurie, la France dispose d'une réserve stratégique, 17 millions de tonnes de carburant environ. Un peu plus de 90 jours de consommation, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'allez pas les utiliser d'un coup. On va essayer de les utiliser petit à petit, donc on va tenir plus longtemps, mais avec du rationnement. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le blocage du détroit d'Ormuz génère la perte de 11 millions de barils par jour. À titre de comparaison, l'Europe en consomme en temps normal plus de 13 millions. Wilfried de Villers. Et puis un rendez-vous pour les fans d'histoire criminelle. Une soirée immersive ce vendredi à Paris sur l'univers du crime en partenariat avec Europe 1. Son thème, le passage à l'acte, Sébastien Bordenave. Comment gérer une scène de crime? Quelles sont les dernières avancées technologiques dans la recherche d'indices? L'autopsie, le procès. Jacques Pradel et une dizaine d'experts vous embarquent dans l'univers du crime. Parmi les participants, François Daoust, général de gendarmerie et directeur du centre de recherche de la gendarmerie nationale, nous raconte le moment de bascule, le fameux passage à l'acte. C'est un moment où l'inconscient prend le pas sur le conscient. Rares sont les passages à l'acte pleinement conscients. Il y a aussi tout ce qui peut être impulsion, c'est-à-dire que je ne peux pas résister à l'insulte et avant même que je prenne conscience de mon acte vraiment et de ses conséquences, j'ai déjà agi. C'est aussi un passage à l'acte qui arrive très régulièrement, qui est, je dirais, le plus fréquent. Voilà, alors on respire et on se contrôle. Cela serait dommage de rater les expertises de procureurs généraux, d'avocats pénalistes, de psychiatres et autres médecins légistes de cette soirée. Sébastien Bordenave, ce sera donc vendredi au cinéma CGR de Paris, un événement européen. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Guillaume Casbarian est l'invité de Laurence Ferrari. Il est 8h09, bon réveil avec Europe 1. 7h.